Bonsoir à tous. Bonsoir, je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir pour écouter nos trois invités. Donc sur cette deuxième conversation de Femmes de Tech, Femmes Esthètes, qui va s'intituler L'égalité sous conditions, genre, égalité et diversité. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Alfonsi, qui est la co-directrice et créatrice de la galerie Marcel Alix, Réjeanne Sénasque, qui est chercheur au CNRS, et Dominique de Fonréau, directrice du musée de la Croix. J'en dirai plus sur chacune de vous très vite. Le contexte, vous êtes ici à la vitrine AM, qui est un lieu d'exposition, un lieu culturel, qui est le premier en France, qui est uniquement dédié aux relations entre le monde de l'art et le monde de l'entreprise. C'est un lieu que nous avons ouvert il y a 3 ans, qui a été ouvert par l'agence L'Art en Direct. L'agence L'Art en Direct, depuis 20 ans, milite à ce que se rapproche ce monde de l'art et ce monde de l'entreprise pour le meilleur. Et on s'est dit que le meilleur, c'était aussi sans doute de le montrer et de donner des exemples. Donc dans le cadre de la programmation de la vitrine, nous avons invité 12 femmes décideurs. Nous leur avons demandé de nous prêter une œuvre de leur collection. Et nous avons essayé d'étudier et de comprendre comment cette appétence pour l'art contemporain nourrissait leur façon de gouverner, de manager, de voir plus loin, de prendre des décisions. Voilà, comment ces deux mondes se nourrissent. Et autour de évidemment, de cette exposition, il y a des tas de questions qui se posent. On l'a découvert, nous, en construisant l'exposition, sur la parité. Ces femmes ont été difficiles à trouver, parce qu'il n'y a pas tant de dirigeantes d'entreprise que ça. Souvent, ces femmes professionnelles, ces femmes décideuses, plus que les hommes, ont un cloisonnement entre leur vie privée, leur passion, qui, je pense, moi, est ce qui nourrit un bon manager beaucoup plus fermé que les hommes. Donc, elles ont eu le courage de dévoiler aujourd'hui cette passion-là pour l'art contemporain. Je trouve que c'est bien, mais ça pose donc plein de questions qui sont importantes aujourd'hui sur la parité, sur le monde dans le monde de la culture, etc. Donc aujourd'hui, on va donc débattre et questionner nos 3 invités. Je vais commencer par Réjeanne. Réjeanne, vous êtes donc chercheur au CNRS, au Centre de recherche politique de Sciences Po. Vous enseignez à Sciences Po. Vous êtes membre du comité de pilotage du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, Présage. Vous êtes aussi présidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes, qui est une instance consultative auprès du Premier ministre. Vous êtes docteur de l'IEP de Paris en sciences politiques et diplômée aussi d'un 3e cycle de droit et d'une maîtrise de philosophie à l'université Paris 1 la Sorbonne. Vous avez surtout publié en 2015 un ouvrage qui nous donne le titre de la conversation aujourd'hui, L'égalité sous conditions, genre, parité, diversité. Merci de nous l'avoir prêté ce soir. Vous avez écrit au PUF en 2012 un ouvrage intitulé L'invention de la diversité, mais aussi en 2007 L'ordre sexué, la perception des inégalités femmes-hommes, et le que sais-je sur la parité au PUF en 2008. Donc la parité n'a plus de secret pour vous, mais pour nous, elle en a beaucoup. Donc on pourrait déjà essayer de commencer peut-être par l'histoire. Comment on passe de l'exclusion quasi totale de la femme dans la société, la politique, les lois, comment on passe de cette exclusion totale à, depuis le XXe siècle, une inclusion qui arrive de plus en plus, qui n'est peut-être pas encore parfaite, mais peut-être pourriez-vous nous raconter déjà cela. Alors tout d'abord, merci pour votre invitation. Je ne suis pas spécialiste de la sociologie de la culture ou de la culture en particulier, mais je trouve intéressant de discuter aujourd'hui avec vous. En effet, des points communs, à la fois en termes d'exclusion puis d'inclusion, comme vous l'avez dit, de ces non-frères que sont les femmes dans la fraternité républicaine. Et comment il est tentant aujourd'hui soit d'être optimiste, et ça peut faire du bien, de se dire qu'on est maintenant dans l'ère de l'après-émancipation, qu'on est dans l'égalité, qu'on peut s'en réjouir, soit de tomber dans une autre tentation qui est celle d'une égalité que je qualifie de sous-condition,
de performance de la différence. Performance au sens à la fois néolibéral de démonstration de la rentabilité. Pour que les femmes soient incluses, il faut montrer que c'est rentable. Les femmes font de la politique autrement, elles font du management au féminin, elles font peut-être aussi de l'art où elles sont collectionneuses d'une autre manière. Donc cette tentation de les inclure pour les mêmes raisons qu'elles ont été exclues, c'est-à-dire au nom de leur différence et non pas au nom de leur reconnaissance comme similaires. Être reconnu comme similaire dans un geste politique républicain, c'est pas être reconnu comme le même dans un registre ontologique où on serait tous des clones, mais c'est d'arriver, et je reprends là Hannah Arendt, à s'imaginer comme semblable au-delà de tout notre entrecroisement de différence et de différenciation. Nous avons un vrai défi, je pense, au XXIe siècle, d'arriver à penser ceux qui ont été exclus pour des raisons éminemment théorisées de la communauté politique, qui était la communauté des frères, non pas en tant que différents, mais en tant que semblables politiques, que citoyens actifs. Donc les points communs que je vois dans à la fois l'exclusion et l'inclusion des femmes de l'espace public, de l'espace politique, mais aussi de l'espace culturel, c'est que notre communauté politique a été fondée sur un entre-soi de frères où les femmes ont été définies par défaut comme celles qui ne pouvaient enfanter que, et c'était trop déjà, que des enfants et non pas ni des idées, ni une démarche rationnelle, ni de la création. Elles ne pouvaient pas être des êtres de culture ou des êtres politiques puisqu'elles étaient renvoyées à être des êtres de nature. Donc si elles n'étaient pas, si elles étaient exclues de la citoyenneté active, aussi bien, et on fête cette année le droit de vote et d'éligibilité, les 70 ans du premier vote des femmes, donc aussi bien dans ce qu'on appelle la citoyenneté civique, le fait d'avoir l'autorisation et le droit de voter et d'être éligible, mais aussi la citoyenneté civile, le fait de pouvoir contracter, choisir une profession sans demander l'autorisation de leur tutelle masculine qui était leur père ou leur mari en particulier. Donc si elles ont été exclues de cette citoyenneté active, du fait d'être reconnues comme des êtres autonomes et des êtres de raison, c'est parce qu'il y a eu une théorisation réellement de leur incapacité à être dans autre chose que de la procréation, dans la création, dans la production et dans la pensée et dans la décision. Donc je vois vraiment beaucoup de points communs entre cette exclusion du culturel mais aussi du politique des femmes. On voit encore des scories. Alors dans le droit, l'inclusion est maintenant autorisée de manière très récente en France. Il y a encore des scories dans le droit. On n'est pas dans un droit individualisé pour le droit fiscal. Enfin, il y a plein de ce qui peut nous apparaître peut-être aujourd'hui comme des détails, mais qui sont en réalité des miroirs d'une histoire sédimentée qui est une histoire de l'exclusion. On a beaucoup glossé sur le débat Madame, Mademoiselle, est-ce qu'on n'a pas autre chose de plus important à faire? Ben non, l'accessoire est politique et l'identité est éminemment politique. Le fait que les femmes soient positionnées par rapport à leur choix dans l'espace privé, et en particulier le fait qu'elles soient mariées ou pas dans l'espace public alors que les hommes ne le sont pas, c'est la symétrie qui est politique. On ne demande pas aux hommes monsieur ou damoiseau. Non, ça c'est... Voilà, bon, on va se dire, celle-là, elle est vraiment très étrange. Voilà, alors que madame ou mademoiselle, c'est pas... Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est comme vous le dites, on est aujourd'hui dans l'ère de l'inclusion, en sachant que c'est une inclusion qui est à la fois partielle et partielle. Partielle pour les chiffres de la culture, j'ai regardé en petite scientifique que je suis, s'il y avait des rapports, il y en a énormément, bien sûr, des rapports. Il y a en particulier un observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes, j'ai failli faire un lapsus, observatoire de l'inégalité, dans la culture et la communication. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut comme repère, comme élément. Il y a énormément d'autres rapports et vous les connaissez mieux que moi. Et puis, il y a une association HF qui travaille beaucoup aussi sur la place des femmes dans la culture. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en effet un portrait des inégalités, mais de la même manière que quand vous regardez Regard sur la parité, qui porte très mal son nom, puisque la parité c'est le partage du pouvoir, Regard sur la parité de l'INSEE, c'est Regard sur les inégalités, c'est-à-dire sur la place inégalitaire encore des femmes et des hommes
dans la société française. Quand je dis ça, les étudiants, et en particulier, j'avais un cours à l'école de journalisme de Sciences Po ce matin, je disais, oh, c'est déprimant vos chiffres. Ok, mais il faut faire d'abord ce constat-là pour savoir comment est-ce qu'on porte ou pas la déconstruction de cet héritage inégalitaire. Donc dans les chiffres, on voit bien qu'il y a des différences flagrantes aussi bien dans la programmation artistique et la présence dans les médias, dans les rémunérations, hein, mais ça c'est vrai dans tous les métiers, mais c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans le monde de la culture, dans les subventions et budgets de production, moins 43% en particulier dans le cinéma, moins 19% dans les livres. Donc il y a une véritable volonté qui est marquée par l'État dans les postes à direction des structures liées au ministère de la Culture, avec une volonté d'avoir 50%. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même une prise de conscience que c'est devenu un problème public et politique, alors que très longtemps ça a été perçu comme le reflet, de capacités ou de compétences différenciées, donc on peut s'en réjouir. Et peut-être juste 2 points. Donc le fait qu'on ne peut comprendre l'inclusion partielle qu'en comprenant les tenants et les racines de l'exclusion. Et quand je parle d'exclusion partielle, je veux dire que la tentation est forte, comme je le disais, de les inclure pour les mêmes raisons qu'elles ont été exclues. Et ça, on le voit en politique, on le voit dans le monde de la culture, avec cette idée que, ah ben oui, c'est bien, ah ben oui, finalement, on va intégrer des femmes dans la programmation, à la tête des structures. Ah ben c'est bien parce qu'elles vont apporter un autre regard. Donc, dit comme ça, ça a l'air assez caricatural, mais cette recomposition de la complémentarité des sexes, elle est quand même encore très ancrée en France. On le voit dans le monde du management, on le voit dans le monde politique. C'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai aussi pour les non-blancs, pour le dire vite, en tout cas pour tous ceux qui ont été exclus pour des raisons qui ont été naturalisées, hein, de cette incapacité des femmes et des non-blancs d'être des créateurs et des penseurs comme les autres. Quand on parle des autres, bien sûr, c'est des hommes blancs. Donc, juste un dernier élément qui me semble intéressant, c'est que quand on parle de ces sujets-là, aussi bien dans la production artistique que dans la réception, où on voit aujourd'hui dans le marché, dans la participation au marché, on peut avoir l'idée de se dire, mais enfin, pourquoi, hein? Pourquoi est-ce qu'on connaît si peu de femmes artistes? Pourquoi il y en a moins? Pourquoi il y a cette asymétrie? Pourquoi il y a moins de collectionneuses et pourquoi leur position est peut-être moins confortable? J'ai trouvé, il y a un particulier, vous le connaissez bien sûr, un article de Linda Lorchin, qui est professeure d'histoire de l'art, qui est très intéressant, qui date des années 70, où elle questionne cette question, hein, pourquoi il y a si peu de femmes artistes. Le risque, c'est d'avoir un renversement de responsabilité, ou en tout cas une forme de responsabilité dans la culpabilité de celles qui ont été exclues ou dominées. Donc en disant, bah, si les femmes sont si peu présentes, c'est quelque part un peu le problème des femmes, hein. Et moi qui ai fait de la philo, je garde un souvenir assez indélébile de ce professeur de philosophie en classe préparatoire qui nous disait: moi je veux bien, hein, l'égalité femmes-hommes, mais enfin bon, citez-moi des femmes philosophes. Ça tient quand même sur les doigts d'une main, hein, c'est comme les femmes artistes, hein, je veux dire. Et donc, ce qui était à rebours de ça, et en creux de ça, c'est de revenir à Rousseau, hein, de revenir à il n'y a nulle parité entre deux sexes quant aux conséquences du sexe, la femme est femelle en tout instant, ou du moins toute sa jeunesse. Il était très, très élégant. L'homme n'est mâle qu'en quelques moments. Donc c'est toujours renvoyé à cette animalité qui est incompatible avec le pouvoir de la création et la mise à distance que demande la création ou la pensée. Et ce que dit, et j'en finirai par là, Linda Lorchin, et que je trouve très intéressant, c'est qu'il faut ne pas tomber dans ce piège-là et en faire non pas un problème des femmes, qui refait de l'essentialisme et de la complémentarité et de l'exclusion même dans l'inclusion, mais en faire un vrai problème politique qui questionne les conditions de possibilité de l'égalité. Les conditions de possibilité de l'égalité, que ce soit dans la création,
dans la production, dans la pensée. Et questionner en termes de conditions de possibilité de l'égalité, c'est questionner le système même, qui est un système inégalitaire, qui est bien sûr hérité d'une histoire à mon goût, on n'a pas assez interrogé et critiqué. Mais donc, on voit bien que c'est un sujet qui est à la fois simple, si on s'en tient à regarder les chiffres et à se dire, bon, on avance, soyons un peu patientes, quand on se souvient que on devait demander l'autorisation jusqu'en 65 pour choisir une profession. On ne va pas se plaindre, en 2015, vraiment les choses ont bougé. On peut prendre ce parti-là. Il n'est pas complètement faux, oui, les choses ont évolué. Mais la question de se demander vers quoi ça évolue, là c'est un peu plus compliqué parce qu'on se dit que si on veut que ça évolue vers de l'égalité et pas vers de la complémentarité modernisée, la transformation est plus complexe. Merci beaucoup. Merci Réjeanne pour cet éclairage. Dominique de Fonréau, vous allez nous donner un autre éclairage. Vous êtes conservateur général au Musée du Louvre, vous êtes directrice du Musée national Eugène Delacroix et commissaire de la Petite Galerie au Louvre, qui est un espace d'exposition dont nous parlerons tout à l'heure, spécifique à l'éducation artistique et culturelle des jeunes. Vous avez été pendant 6 ans conservateur au Musée d'Orsay, responsable de la collection de photographie. Vous travaillez d'ailleurs beaucoup sur les liens entre la peinture et la photographie depuis une quinzaine d'années. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions qu'on ne citera pas, mais en 2015, on a une très belle exposition qu'on peut voir en ce moment au musée du Louvre, une exposition qui s'appelle Une brève histoire de l'avenir que vous avez fait en collaboration avec Jean Deloisy et Jacques Attali. Vous enseignez aussi à l'école du Louvre, à l'ESSEC et à l'Institut d'études politiques de Paris. Donc vous pourriez peut-être nous parler évidemment de la place de la femme dans les institutions aujourd'hui, mais de son évolution. Je crois que c'est intéressant aussi de repartir de ce qu'était l'institution jadis, de comment s'est faite peut-être cette place un peu petite pour les femmes aujourd'hui dans l'institution. Alors, petite, on va revenir sur la place. Je ne sais pas si c'est petit ou grand, mais c'est vrai que c'est une place en tous les cas encore singulière. Merci beaucoup Pascal de m'avoir introduit et merci infiniment aussi de cette introduction brillante. Il se trouve que je connais bien Linda Donklin parce que nous sommes toutes les deux spécialistes de Courbet. Et donc quand vous parliez de Linda, je l'avais évidemment en tête. C'est une femme, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée, non. C'est une femme extraordinaire qui doit avoir 86 ou 87 ans à peu près aujourd'hui et qui a porté très haut à la fois sa conscience d'historien de l'art, si je peux le dire de façon sans genre, d'historien de l'art au neutre, et aussi de personnage. Et je pense peut-être en vous écoutant et en parlant de Linda, du coup, qui arrivait tout de suite dans mon esprit, du coup, ça a un tout petit peu modifié ce que je voulais dire parce que finalement, et elle peut être un modèle sur différentes données, notamment comme historien de l'art, mais aussi comme individu. Et je pense qu'un des grands enjeux, c'est la reconnaissance de la femme comme un individu comme un autre, ou la femme est-elle un homme comme un autre, d'une certaine manière. Et c'est peut-être l'enjeu qu'on a là aujourd'hui dans les institutions culturelles. Sur le papier, on donne l'impression que les institutions culturelles sont les plus féministes du monde. C'est-à-dire que grosso modo, on a l'impression qu'il y a 95% de femmes, enfin j'exagère un tout petit peu, mais qu'il y a un nombre de femmes très important dans les musées ou dans les services du patrimoine ou dans les services d'architecture institutionnels, qui soient d'ailleurs étatiques, régionaux, etc. Ça, c'est sur le papier. Et c'est ce qui se passe aussi à l'école du Louvre ou à la Sorbonne, où grosso modo, j'ai enseigné longtemps à l'école du Louvre l'histoire générale de l'art, il y a aussi 90% d'étudiantes. Sauf que quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est 90% d'étudiantes diplômées. Quand on arrive par exemple au concours de conservateur du patrimoine, alors je dis conservateur et directrice, alors ça déjà on pourrait gloser longtemps, mais conservateur c'est un titre, c'est pour ça que je le dis comme ça, mais on peut aussi dire conservatrice. Et donc quand on arrive au concours de conservateur du patrimoine, il y a déjà 50% de garçons, alors qu'il y avait au départ 90% de filles. Donc bon, il y a quelque chose qui se passe, sur lequel je n'ai pas les capacités d'analyser. Et puis quand on arrive au grade de conservateur général, que je suis très fière d'occuper, aussi, on est à quelque chose comme 30% de femmes. Donc voilà. Donc du coup, on passe de 90 à 30%. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose quand même entre les deux. Mais vous n'avez pas d'avis là-dessus? Si, j'ai pas d'avis sociologique, mais j'ai un avis là-dessus, j'ai un avis par rapport à ça. Donc j'ai pas d'avis sociologique qui mériterait d'être étudié, mais que je n'ai bien sûr pas fait. Non, ce qui me semble important par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a au sein même de la culture à la fois
quelque chose qui tient au statut de femme et au statut de la culture. Je pense que les deux, malheureusement, se confondent, et se confondent aussi dans l'esprit de certains de nos politiques aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait que beaucoup de femmes se destinent aux institutions culturelles, c'est beaucoup parce que certaines se disent finalement qu'elles vont être dans une activité qui peut être menée de pair avec une autre activité, et éventuellement celle de la maternité, qui peut être assimilée à du loisir, donc qui est parfaitement acceptable par rapport au rôle d'une femme en tant que telle, et qui finalement est presque de l'ordre du hobby, alors que la culture, on le sait bien, c'est aussi une profession. Enfin, en tous les cas, moi j'en ai fait ma profession, vous aussi, donc c'est aussi quelque chose qui va bien au-delà du hobby. Et je pense qu'il y a une espèce de superposition, ce qui fait que ça attire beaucoup de femmes et qu'on tolère beaucoup de femmes au départ, parce qu'on se dit finalement, bah, c'est très bien, ça va leur permettre de faire d'autres choses. Le nombre de fois où, par exemple, quand je fais des conférences sur les différentes expositions dont j'ai pu m'occuper, devant des assemblées de chefs d'entreprise ou de banquiers, on me dit « Oh madame, c'est magnifique d'avoir un métier de passion ». Et à chaque fois, j'ai envie de dire, vous savez, avec ça, je vis, vous voyez. Enfin, mais, en fait, le fait que je vive avec, assez peu la question. C'est-à-dire que, voilà, c'est un métier de passion. Et bien sûr, c'est un métier de passion, mais ça ne justifie pas tout pour autant. Et je pense qu'il y a un danger, plus sérieusement, entre superposition entre la femme et ce métier de passion, qui est possible, puisqu'évidemment, une femme n'a pas besoin de gagner sa vie réellement. Alors, moi, par ailleurs, moi, j'ai élevé mes enfants seuls, donc j'ai besoin de me gagner ma vie réellement. Vous voyez, c'est quand même un peu un point précis. Mais ça, c'est jamais pris en considération. Et donc, je pense qu'il y a ce côté de, c'est pas sérieux, donc c'est possible pour les femmes, tant qu'on reste à un niveau, finalement, qui est un niveau assez global. Et puis, il y a ensuite la montée dans les échelons, et là, je pense que il y a quelque chose qui est à la fois extrêmement ouvert, parce que la féminisation du métier est réelle, hein, et même malgré tout, même si on arrive qu'à 30% de conservateurs généraux, c'est quand même beaucoup plus que dans beaucoup d'autres éléments, donc il y a une féminisation du métier qui est réelle, mais en même temps, il y a quelque chose de complexe à considérer les femmes comme individus, même au niveau le plus élevé. C'est-à-dire que, et même encore aujourd'hui avec les enjeux de parité, je vais y revenir, c'est-à-dire que un homme qui est directeur du musée, par exemple, pour prendre ce que je connais le mieux ou le moins mal, ou un homme qui est conservateur général et commissaire d'exposition, ça va être machin. Enfin, on va dire, je ne sais pas, je ne vais pas dire donner de nom parce que après mes collègues masculins vont m'en vouloir, mais en tous les cas, ça va être un nom et un nom qu'on affirme. Une femme qui a la même position, on ne va pas dire, là je peux citer mon nom, on ne va pas dire c'est Dominique de Fonréau ou c'est Fonréau, enfin dites-le comme vous voulez, ça c'est pas le problème, mais on va dire c'est la conservatrice ou c'est la directrice de musée Dominique de Fonréau. C'est-à-dire que ça ne va pas être machin ou ça ne va pas être machine, mais ça va être la position qui va être donnée, comme si, arrivé au plus haut, je n'avais finalement pas, et je ne veux pas le rendre personnel, hein, mais la femme, parce que c'est pas... n'avait pas la capacité de créer, d'avoir une posture qui lui permettrait d'être individualisée. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et je dois dire que je n'aurais pas dit ça, parce que je me rends compte, moi je suis née dans les années 60, je ne me suis pas considérée comme féministe parce que j'ai la chance de venir après la génération qu'il a été, c'est facile hein, évidemment, donc ça n'a pas été, je ne me suis pas vraiment posé de questions par rapport à ça, et j'ai eu l'impression de ne pas l'être du tout jusqu'à 5 ans, pour être honnête, voilà. Mais pas du tout, et pour moi c'était pas un enjeu, et j'avais l'impression de faire plein de choses que j'aimais, et j'étais à peu près là où je voulais être, et j'étais très contente. Et finalement, tout ça a commencé à se cristalliser quand j'ai voulu, quand on m'a donné la possibilité d'être à un poste de direction et qu'on m'a donné la possibilité aussi d'être commissaire de grands projets, et de grands projets dans lesquels il y avait des hommes et des hommes sérieux. Pardon, Attali, Jean Loisy, ça c'est des vrais individus. Voilà. On peut le dire, vous voyez, quand même. Dominique de Fonréau, on ne sait pas bien ce que c'est tout ça. Non, mais je dis ça pour rire, hein. Mais évidemment. Mais c'est aussi pour vous faire rire parce qu'il est tard et qu'on est tous fatigués. Mais trêve de plaisanterie, je me suis rendu compte depuis effectivement environ 4-5 ans qu'il y a un véritable enjeu d'individu. C'est-à-dire comment reconnaître la femme ou les femmes comme des individus, comme les autres, et notamment quand sont pris des postes de responsabilité. Et c'est là où, en regardant autour de moi, je me rends compte quand même de beaucoup de choses, mais qui sont banales, mais qui sont réelles. Le fait que, au-delà de toute exclusion, alors on peut quand même imaginer que les hommes de ma génération, qui eux aussi sont nés dans les années 60, qui ont toujours vécu dans la mixité, sont quand même pas trop misogynes, mais vous avez, messieurs, le sens du groupe, le sens de la cohésion, qui est parfois moins vrai, malheureusement, chez certaines femmes, parce que il y a la difficulté pour beaucoup de femmes de reconnaître l'individu femme, parce qu'elle vient finalement à l'encontre de tout ce qui peut être ressenti, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Et puis, il y a le fait
que l'individu femme elle-même, elle intériorise sa différence, c'est-à-dire qu'elle a du mal à se penser elle-même comme un homme comme les autres, si je peux me permettre de parler comme ça, comme un mensch ou comme un être humain comme les autres. Et ça, c'est complexe, parce que je ne veux pas du tout faire de pathos ni parler de ma propre expérience, mais c'est vrai quelque part que cet enjeu d'une forme de culpabilité, d'une forme de je ne suis pas exactement là où je devrais être. Regardez par exemple ce soir, ce matin je suis partie très tôt, j'ai un dernier fils qui a que 14 ans. Ce matin je suis partie très tôt, il est en vacances. Hein. Et donc j'étais à 8h, parce qu'à 8h30 il y avait le conseil scientifique, et là je suis en train de parler, et quelque part je suis contente, mais malgré tout, j'intériorise une forme de différence qu'un homme ne va jamais intérioriser. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'individu qui a du mal à se concevoir comme individu, même si par ailleurs, nous sommes toutes, je pense, bien à notre position. Et c'est là où, moi, je me suis beaucoup moquée des enjeux de parité, et je trouvais ça un tout petit peu idiot, pendant longtemps, je veux dire, hein, je le dis assez sincèrement, de dire finalement, pourquoi aller chercher des femmes dans les commissions d'acquisition, pourquoi aller chercher des femmes pour la Légion d'honneur, pourquoi aller chercher des femmes pour les directions de postes. Et finalement, alors peut-être justement parce que maintenant j'ai la Légion d'honneur, je les poste, etc. J'en sais rien, tout ça je sais pas, hein, parce qu'après c'est compliqué. Hein. Mais c'est au-delà de ça, enfin non, je dis ça aussi pour rire, mais au-delà de ça, parce que c'est pas une expérience seulement personnelle, mais je pense que c'est une manière de donner à voir aux autres, non seulement de donner à voir aux autres que la femme peut être un individu comme un autre, mais c'est aussi la possibilité de donner aux femmes qu'elles sont des individus comme les autres et qu'elles peuvent être reconnues comme telles. Alors c'est peut-être un passage obligé que j'ai beaucoup dénié pendant longtemps, mais qui me semble finalement être important et qui me semble depuis quelques années encore plus important parce que ce qu'on voit se mettre en place avec la situation économique difficile, avec aussi une situation politique difficile, hein. Les musées ne sont plus au cœur de la pensée comme ils l'ont été sous Mitterrand ou même encore sous la présidence de Chirac, hein, ils ne sont plus le cas. Donc du coup, on voit de nouveau quelque chose d'un peu rétrograde, d'un peu misogyne revenir, et donc peut-être que encore plus qu'avant, ces enjeux finalement de parité obligée sont essentiels pour une prise de considération de l'individu, et pas seulement de la femme, mais de l'individu qui se trouve être une femme intériorisée, y compris donc par la femme elle-même. Merci beaucoup. Merci Dominique. Alors je trouvais que c'était intéressant d'avoir aussi le point de vue d'une galeriste engagée, une galeriste féministe. Comment on devient une galerie féministe? On va se poser la question. Isabelle Alfonsi, vous êtes donc co-directrice et créatrice de la galerie Marcel Alix. Vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, mais aussi vous avez un master d'histoire de l'art que vous avez obtenu à Londres, à l'University College. Vous avez dirigé pendant 5 ans la galerie Michel Rhin à Paris, vous écrivez pour les revues 02, Art 21, Particules, Pétunia. Vous avez fait en 2014 une résidence pour l'Institut français dans le cadre du programme Hors les murs qui est intéressant puisqu'il s'agissait de passer 2 mois à Berkeley sur les traces du féminisme radical. Vous êtes membre de l'Association internationale des critiques d'art et aussi présidente de l'association de lieux d'art Le Grand Belleville. Vous avez enseigné aussi dans des écoles d'art, de communication, des universités différentes. Moi, je me posais 2 questions à votre sujet. Je pense qu'on a envie d'entendre ce témoignage. Comment êtes-vous devenue féministe? Est-ce que c'est depuis la plus tendre enfance quelque chose que vous ressentez ou est-ce qu'il s'est passé des choses? Et puis, qu'est-ce qu'une galerie engagée, une galerie féministe aujourd'hui, ça veut dire quoi? Merci de nous éclairer. Merci à vous pour cette invitation et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec Dominique et Réjeanne parce que déjà dans ce qui vient d'être dit, moi je reconnais beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord parce que des fois il ne suffit pas d'inviter des femmes et des féministes pour qu'on soit d'accord, donc je suis contente de savoir qu'il va peut-être y avoir du débat, mais en tout cas il y a déjà un certain nombre d'éléments sur lesquels on ne peut que concourir. Juste peut-être pour dire une chose qui m'a vraiment marqué dans ce qu'a dit Réjeanne, j'aime beaucoup cette idée des femmes comme non-frères dans la fraternité, puisque moi j'ai beaucoup parlé, notamment dans un cycle de conférences que j'ai produit l'année dernière pour le CREDAC, qui est un centre d'art à Ivry-sur-Seine, de sororité, justement comment trouver un sens à cette question de la sororité, comment la remettre au bout du jour dans ces questions de réseau de solidarité entre femmes, dont Dominique parlait aussi, puisqu'on peut observer qu'en fait cette solidarité entre femmes est beaucoup moins importante que celle qui existe entre hommes, qui existe depuis toujours, hein, depuis des millénaires, et qui ne sont pas des habitudes sociales forcément que les femmes ont ou qu'elles ont pu avoir et qui ont été peut-être brisées par une certaine forme de modernité. Bon, je
vais pas peut-être développer ça, mais en tout cas, ce sont des choses qui résonnaient dans les interventions de Régène et Dominique. Comment on devient féministe? Je crois qu'au-delà des anecdotes personnelles, il y a une prise de conscience. Enfin, moi, c'est très simple. Hein, j'ai lu Le Deuxième Sexe et je me suis dit, bon, d'accord, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Et en fait, ça a simplement actualisé des choses que j'avais senties et que pour lesquelles je n'avais pas de mots, en fait, parce que j'avais pas la culture qui permettait de mettre les mots là-dessus. Et même culture, pourtant, je veux dire, j'ai fait Sciences Po à Paris. J'ai pas lu Le Deuxième Sexe pendant Sciences Po parce qu'on m'a jamais parlé de Simone de Beauvoir à Sciences Po. On m'a jamais parlé de Michel Foucault, par exemple. Donc c'est des choses qui, pour moi, sont un vrai questionnement. Et qui sont... Maintenant, c'est plus comme ça. On est très postmoderne. Je suis sortie en face à vous. Voilà. Mais je suis sortie en 2002, donc pourtant c'était pas dans les années 80. Donc c'est quand même Michel Foucault étant mort en 1984 ou 3, je crois. Ça faisait quand même une très longue attente pour qu'on puisse intégrer Michel Foucault au corpus de Sciences Po. Par exemple, mais tout ça pour dire que voilà, il y a une actualisation qui s'est faite pour moi assez tard, en fait, au moment où vous citiez le fait que j'ai fait ce cursus d'histoire de l'art en Angleterre, et pour moi tout ça est venu par les études anglo-saxonnes, en fait, qu'ils appellent eux-mêmes French Studies. Donc très paradoxalement, les études anglo-saxonnes, les études qu'on appelle culturelles, Cultural Studies, viennent donc de ce qu'ils appellent French Studies, c'est-à-dire l'étude des philosophes et hommes et femmes françaises, donc à partir, disons, de Simone de Beauvoir jusqu'à disons, Michel Foucault. Donc pour moi, il y a eu une espèce de sentiment de révolte aussi par rapport à cette éducation que j'avais suivie de façon absolument exemplaire, en suivant les conseils de mon père, qui m'avait dit fais Sciences Po, on verra après, et fais peut-être même l'ENA, on ne sait jamais. Bon, j'ai pas du tout voulu faire l'ENA, mais en effet, du coup, j'ai eu cette actualisation en sortant de Sciences Po et en faisant un autre cursus qui n'avait plus rien à voir, que peut-être ce que j'avais appris n'était pas exactement ce que j'aurais voulu apprendre. J'aurais voulu certainement qu'on me donne plus d'accès à un sens critique qui, à l'époque, s'exerçait très difficilement. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était il y a 13 ans. Le programme Présage date de 5 ans. Voilà. Il y a 5 ans qu'il a été mis en place. D'accord. Depuis 5 ans, on s'est mis à égalité avec les études anglo-saxonnes un peu plus. En sachant que par exemple Judith Butler, quand elle a écrit Gender Trouble, donc Trouble dans le genre, donc c'est sorti aux États-Unis en 1991, et si je ne m'abuse, ça a été traduit en français en 2005 ou 6. Voilà. Donc vous voyez à peu près le décalage, il y a à peu près 15 ans de décalage. Donc voilà, ça c'était pour sur les questions d'engagement féministe. Comment on devient une galerie féministe? Comment on fait une galerie féministe? Donc il y a eu cette première actualisation sur le féminisme, et après il y a eu une autre actualisation qui a été Femmes dans l'art, quoi, comme en parlait Dominique. Donc moi je l'ai vécu d'abord du point de vue de voilà, je travaille dans une galerie qui n'est pas la mienne, donc je me présente en tant que femme dans un milieu professionnel qui en effet a l'air très ouvert aux femmes, plutôt favorable à notre croissance professionnelle. Et bon, comme dans tous les milieux, il y a évidemment des machos, donc on a droit à toutes sortes de réflexions qui ne sont pas très intéressantes. Mais ce qui m'a plutôt marqué, c'est le fait que je voyais bien que par exemple mon patron, je ne vais pas le citer à nouveau, de l'époque, ne croyait pas du tout dans les femmes artistes. Donc à chaque fois que je lui présentais une femme, par rapport à d'autres, donc je lui ai présenté par exemple à un moment, en 2007-2008, j'ai commencé à connaître beaucoup d'artistes de ma génération, et je voyais bien que lui, que mon patron était en attente du fait que je lui présente des artistes plus jeunes pour renouveler sa liste d'artistes. Donc je lui ai présenté un certain nombre d'artistes. Il croyait toujours très fermement dans la pratique des garçons que je lui présentais. En revanche, dès que je lui présentais une femme, voilà... fallait pas dire les noms. Ouais, bah t'aurais pas dû le dire. Enfin bon, c'est pas comme s'il s'en cachait vraiment. Mais, enfin voilà, donc j'ai tout de suite senti qu'il y avait un problème, quoi, que dès qu'on parlait de femmes, que ça n'allait pas ensemble, que le terme, déjà on peut comprendre que on
On dit femme artiste, on ne dit pas homme artiste. Enfin, du coup, il y a vraiment l'artiste par défaut, c'est un homme. Et puis, bon, quand on veut préciser, on dit voilà, femme artiste. Donc, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et donc, en discutant avec pas mal de gens, je me suis rendu compte qu'il y avait eu quelques petites initiatives, mais que tout ça n'avait pas forcément donné grand-chose. Il y a eu le très beau livre de Elisabeth Lebovici, qui s'appelle Artiste femme, femme artiste, qui est une espèce de mise à jour, donc évidemment exactement dans la même tradition que Linda Nochlin, une espèce de mise à jour de l'histoire de l'art sur, bon alors on dit qu'il n'y a pas eu de femme artiste, est-ce que c'est vrai? Donc Linda Nochlin dans les années 70 a dit, oui c'est vrai, pas pour des questions sociologiques, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, les femmes n'avaient pas accès par exemple aux études de nus, parce qu'on considérait que c'était indécent que les femmes voient des gens nus, femmes et hommes. Donc évidemment, à partir du moment où le grand ouvrage que vous pouvez faire en tant qu'artiste, c'est de faire un nu, une sculpture ou une peinture de nu, et que vous-même, vous ne pouvez pas avoir accès à l'étude de nu, c'est un peu difficile d'être artiste. Il y avait des cours qui n'étaient pas accessibles aux femmes. Et puis, donc, toutes ces historiennes de l'art féministe expliquent aussi qu'au moment de la modernité, c'était extrêmement malvenu pour une femme de se promener toute seule dans la rue. Donc tous les artistes modernes qui étaient prisés parce qu'ils étaient les peintres de la vie moderne, évidemment pour une femme c'était beaucoup plus compliqué parce qu'elle-même ne pouvait pas se balader toute seule dans la rue pour peindre, il fallait qu'elle soit toujours accompagnée, etc. Donc ça compliquait énormément la question. Et aujourd'hui, comment la galerie s'engage auprès des femmes? Oui, alors ce que j'allais juste finir de dire, c'était que du coup, j'ai imaginé donc, de faire un numéro spécial d'une revue sur les femmes artistes, donc, en essayant de donner le plus de place possible, enfin 100% de la revue qui était en général pas vraiment consacrée aux femmes, disons qu'elles avaient une place comme habituellement dans l'art, donc disons entre 15 et 20% au mieux. Et donc tout ça m'a motivée en me disant, bon, si moi je faisais ma galerie, comment je ferais ça? Donc, mon initiative minimum, disons, enfin ce qui me semblait minimum, c'était de dire, bon, il faut qu'on représente au moins la moitié de femmes dans toute notre liste d'artistes, que quand on fait des présentations collectives, on est toujours au moins la moitié de femmes. Et donc on essaie, par exemple sur les foires, d'alterner, si une fois on présente un solo d'un homme, la fois d'après on présente plutôt une femme, et on essaie de faire en sorte que la parité soit respectée comme ça. Mais ça c'est un peu pour moi la dimension statistique de la chose, qui est extrêmement intéressante pour différentes raisons, mais qui pour moi reste peut-être insuffisante dans l'idée de s'engager de façon féministe dans l'art. Parce que pour moi, avoir une galerie entre guillemets féministe, même s'il n'y a pas féministe dans le nom ou que c'est pas revendiqué comme tel, c'est aussi proposer des questionnements alternatifs sur, par exemple, qu'est-ce que c'est que de travailler ensemble. Donc, une chose simple, mais mon associé et moi, on n'a pas voulu donner nos noms à la galerie parce qu'on considérait qu'il fallait que la galerie reflète un travail collectif qui est à la fois le nôtre, celui des gens qu'on emploie, mais aussi celui des artistes, celui des graphistes qui travaillent avec nous, des différentes personnes qui sont là. Donc c'était aussi refléter ce qui nous semblait important et ce qui est certainement minoré aussi dans la façon dont on raconte l'histoire avec un grand H, c'est les entreprises collectives et non pas simplement une espèce de narration qui est liée à une succession d'actions individuelles. Et dans l'histoire de l'art, on voit très bien comment ça marche, une succession de génies. Et un génie ne peut être qu'un homme, donc on a une espèce de succession comme ça de Picasso, Pollock, etc., Karl André, jusqu'à aujourd'hui, une succession plutôt masculine. Donc le féminisme, en tout cas au niveau de l'engagement dans l'art, pour moi c'est quelque chose qui se joue, voilà, notamment au niveau du collectif et d'une organisation horizontale. Très bien. Mais à propos justement d'artistes, Dominique, vous avez eu une expérience avec Isabelle Cornaro que j'aimerais bien réentendre. Je vais en parler, mais simplement je voulais réagir à ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que même si je vous entends et au-delà de ça je vous comprends, et cette idée du collectif me semble aussi quelque chose d'important, mais la difficulté qu'on a, c'est qu'en parlant toutes les trois, on pose bien, à mon avis, le doigt sur la difficulté d'aujourd'hui, c'est que c'est du collectif pour faire venir et effectivement pour faire comprendre, et en même temps la nécessité d'apparaître comme individu. Et ça, je pense que c'est là, enfin, moi j'ai le sentiment que c'est dans ce hiatus-là
qu'il y a une difficulté, c'est-à-dire comment, parce que moi aussi j'essaie d'introduire du collectif dans ce que j'entreprends et pour à peu près les mêmes raisons que ce que vous donnez, mais en même temps je sais aussi qu'il faut aussi apparaître comme individu si on veut s'imposer aussi réellement. Donc c'est assez compliqué, donc on en reparlera peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui est assez complexe. Non, moi j'étais très contente, c'était pour Brève Histoire de l'avenir où on a donc l'exposition qui est en ce moment au Louvre, qui est inspirée par l'ouvrage de Jacques Attali, dont Jean Loisier et moi sommes commissaires, où on a fait aussi des commandes contemporaines, enfin commande étant un terme impropre, parce qu'en fait on ne commande pas les œuvres, mais on permet qu'elles adviennent. Et c'est vrai que le travail, finalement, vraiment un des travaux, pas les plus aboutis, mais en tout cas le plus collectif, ça a été avec Isabelle Cornaro, qui a, comme les autres, c'est-à-dire qu'on avait choisi 6 artistes avec lesquels on travaillait, donc il y avait 4 hommes et 2 femmes, mais ils avaient été choisis non pas pour la parité, mais pour leur qualité profonde, et c'était important aussi qu'ils soient là, et aussi, on voulait aussi qu'il y ait une diversité d'origine, et c'est vrai que à chacun et chacune, on avait donné un peu les intentions que nous voulions et les œuvres d'art que nous avons sélectionnées par ailleurs, et c'est vrai que c'est avec Isabelle qui a eu ce jeu finalement du collectif, comme vous venez de le souligner. C'est-à-dire qu'elle a non seulement proposé une esquisse qu'elle a mis en œuvre et de façon très importante, mais elle m'a dit c'est pas possible que je vienne pas voir les ateliers du Louvre pour leur expliquer ce que je veux. Donc elle a été attentive comme ça, avec une attention aux autres très grande, qui fait d'ailleurs que maintenant ils l'adorent tous parce qu'ils la trouvent géniale, et bien sûr et c'est important, mais elle a été un peu la seule à avoir cette véritable attention dans cette construction, pas seulement de créer, mais de créer dans des conditions qui soient agréables et qui soient harmonieuses. Alors son œuvre, elle est magnifique, il faut que vous alliez la voir, j'ai pas de photo, mais elle est vraiment magnifique, c'est une sorte de sculpture qui s'appelle Paysage, où elle met en scène des œuvres qu'on a empruntées au Muséum d'Histoire Naturelle, qui sont des cires colorées splendides qui avaient été réalisées par un explorateur officier de marine à la fin du XVIIIe siècle, et qu'elle a mis en scène comme un paysage inspiré par la composition d'un tableau de Poussin, qui est le Hercule et Cacus, et qui a une composition très orthonormée, donc avec à la fois un axe vertical et un axe horizontal. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ça justement, c'est sa revendication du collectif, et du coup, je l'ai expérimenté pour elle, du fait qu'elle peut passer un tout petit peu à côté, et que si j'ai voulu aussi en parler ce soir, c'est pour revendiquer haut et fort que c'est elle qui a créé l'ensemble. Et c'est là le risque, il y a un véritable risque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Réjeanne, vous qui analysez, parce que en fait nous sommes dans la vie, nous n'analysons pas ce que nous faisons, tandis que vous avez cette posture d'universitaire qui vous met plus à distance que nous ne sommes, mais je pense qu'il y a ce jeu-là complexe entre collectif et individu qui me semble difficile à... Alors oui, ce que vous soulevez, et je trouve très, très intéressant, on fait souvent le lien entre d'un côté l'éthique du care, le fait que les femmes soient plus du côté du collectif, de l'écoute de l'autre, un sens de la justice plus exacerbé, alors que les hommes seraient plus dans une posture individualiste et d'autorité, de décision et de légitimité. Bien sûr la politiste que je suis l'analyse vraiment comme du construit social, comme une socialisation dès la petite enfance, au fait d'être beaucoup plus dans la mise à distance de soi, dans l'humilité, ce qui explique d'ailleurs que les filles soient meilleures à l'école, ce qui ne leur sert pas, puisque comme elles ont moins été élevées à l'ambition, elles ont de meilleurs résultats scolaires, mais elles s'orientent moins bien, elles s'orientent de façon moins stratégique. Et ensuite, elles sont dans des parcours professionnels aussi moins stratégiques. Donc cette éducation à l'humilité, on peut y voir en termes de principe de justice, bien sûr, de grands atouts, de grandes vertus. Et dans votre démarche, on peut voir une volonté d'être plus juste, plus collective. Mais là où vous avez raison, c'est que si on veut jouer, soit on est en position de changer les règles du jeu, de changer le cadre, et à ce compte-là, on porte un cadre qu'on juge plus juste, car plus collectif, plus altruiste, enfin voilà. Soit on n'est pas en position de changer les règles du jeu et se mettre dans cette posture de l'effacement de son intérêt personnel pour la reconnaissance de la vertu collective, et quelque part une manière de se tirer une balle dans le pied. Donc c'est vrai que là il y a un dilemme, il y a une forme d'ambivalence. Je pense que c'est important d'en avoir conscience. Et quand vous parliez de femmes artistes, alors qu'on ne dit pas hommes artistes,
De la même manière, on dit femme politique, on ne dit pas homme politique, on dit politique de manière plus voilà. Où il y avait une tribune, et j'avais fait derrière une tribune dans le même numéro de Libération, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 4 mai, il y avait une tribune des femmes journalistes en politique, qui avait fait la une, qui dénonçait le sexisme en politique, qui expliquait en particulier que elle recevait des textos quand elle demandait aux hommes politiques un entretien du style un entretien, un apéro, ou dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, ben, je vais répondre à celle qui a la plus belle robe. C'est rare qu'on dise ben, je vais répondre à celui qui a la plus belle chemise. Et ce qu'elles expliquaient, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elles expliquaient que les femmes journalistes en politique, donc dans un monde qui était construit comme un monde masculin, dont elles avaient été exclues, sont rentrées pendant les années Giroud, avec une justification qui était une justification qu'on peut qualifier quand même de différentialiste, même si on peut le voir comme un outil pour passer, avec cette idée que les femmes allaient avoir des confidences des hommes politiques que les journalistes hommes n'avaient pas. Et qu'au départ, elle s'était dit, faisons feu de tout bois, la fin justifie les moyens, enfin on a plein de slogans conséquentialistes de ce type, voilà. Mais qu'elle se rendait compte de quoi? Je vois la même chose sur les artistes, les politiques. Elle se rendait compte qu'en fait, étant donné qu'elles étaient toujours catégorisées comme étant des femmes, alors, des femmes journalistes politiques, des femmes, l'éthos, c'est ce qu'on attendait des femmes, et en particulier dans les faits de jamais se mettre au premier rang, d'être aussi dans la séduction d'une certaine manière, enfin voilà. Donc ce qu'on attendait des femmes était incompatible avec ce qu'on attendait des vrais journalistes. Qui, les vrais journalistes, ne sont pas sexués, mais sont justement plus dans une logique de compétence, d'égalité, voilà. Et que donc elles étaient prises dans une espèce de piège contradictoire à devoir être des femmes journalistes et donc à jamais être considérées, ce que vous disiez, comme des individus réellement légitimes dans le journalisme. Et donc cette tribune, elle était intéressante parce qu'on sentait à la fois qu'elle s'en voulait, parce qu'elle se disait, bah oui, moi aussi je fais un métier passion, de quoi je me plains, je suis déjà journaliste, voilà. Et en même temps, elle se rendait bien compte que le fait d'être assignée à cette résidence féminine était en réalité incompatible avec le fait d'être réellement un journaliste comme un autre. Donc j'avais trouvé que c'était une tribune qui était très intéressante et qui était tout à fait révélatrice d'une ère dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire d'être à la fois dans l'ère de l'inclusion, mais d'être dans une inclusion sous condition et qui porte en réalité un héritage de cette complémentarité, et de se dire, est-ce qu'on continue à revendiquer et à dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne parce qu'on ne veut pas de la complémentarité, on veut de l'égalité, on veut être reconnu comme un individu, comme un conservateur ou une conservatrice générale à part entière, donc on n'a pas besoin de préciser mon statut, c'est le nom, c'est voilà. Ou est-ce que je me dis, bon là ça fait déjà beaucoup, je suis déjà conservatrice générale, je suis déjà journaliste en politique ou artiste, voilà. Ça suffit. Donc on voit bien qu'elles étaient dans cette... voilà, et que c'est parce qu'il y a eu, toujours, comme toujours, des gouttes qui ont fait déborder le vase, parce qu'elles en ont ras-le-bol d'avoir ce type de texto, ou qu'on remarque leur jupe et pas leur article, qu'elles se sont dit, ça suffit, on fait cette tribune. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu la signer, parce que par rapport à leur rédaction, elles ne pouvaient pas se positionner comme étant des femmes, comme étant féministes, tout simplement, qui mettaient le doigt sur une discrimination. Et par rapport à ce que vous avez dit sur la parité, ce que je trouve intéressant, c'est que là où ça peut être fort désagréable et peut-être d'ailleurs contre-productif, c'est si on porte ces logiques paritaires et en particulier des mesures d'action positive, c'est-à-dire que oui, on force le trait, on oblige à ce qu'il y ait autant de femmes que d'hommes sur les promus, voilà. Si on le porte au nom de la différence ou des différences que peuvent apporter les femmes, là on ne porte pas de l'égalité. Par contre, si on le porte au nom de la reconnaissance que nos systèmes sont fondés sur des discriminations, et des discriminations tellement ancrées, tellement structurelles, que si on ne met pas en face un rapport de force, de l'ordre, de l'obligation, de la contrainte, on continue à reproduire l'exclusion. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les principes de justification de ces politiques, elles sont essentielles. Isabelle, par rapport au marché de l'art,
moi j'entendais dans les années 80-85, quand j'ai débuté, ah non, mais il faut pas, une femme c'est pas tellement bankable, au fond, ça vaut moins cher qu'un homme, il faut pas investir sur les artistes femmes, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On sort de la FIAC, on en est où de ces artistes femmes, finalement? Alors c'est intéressant parce que j'ai réussi quand même à m'extraire de mon stand de la FIAC pour faire un petit tour pour regarder ce qui se passait autour. Et j'ai quand même remarqué que dans 3 galeries anglo-saxonnes, il y avait des présentations solo de femmes, de Monica Sosnowska, de Anne Collier et de Rachel Harrison. Et c'était des très grosses galeries, c'est pas parce que moi je suis une jeune galerie, on a 6 ans de galerie, mais là c'est Modern Institute, c'était Anton Kern, je crois que c'était des grosses galeries new-yorkaise et Modern Institute, c'est à Glasgow, donc de culture anglo-saxonne. Donc on se rend bien compte que ces galeries-là, elles ont compris qu'il y avait quelque chose qui était un phénomène de rattrapage avec les femmes, qu'elles avaient une carte à jouer parce qu'il y en a plein qui n'ont pas compris, donc elles sont en avance par rapport à d'autres. Et donc on comprend très bien que ces gens-là ne sont pas intéressés par la parité, ils ne sont pas intéressés par le fait de ne pas discriminer, ils sont intéressés par faire de l'argent. Et eux, ils se mettent à ça. Donc même si, alors c'est pareil, on peut être dans ce discours, comme on disait tout à l'heure, de ah c'est formidable, on progresse. Moi, je crois qu'on n'y est vraiment pas encore. Mais en tout cas, cette chose-là m'a paru très intéressante à la FIAC. Après, j'ai fait un autre petit tour avec autre chose en tête en me disant tiens, je vais regarder les galeries que j'aime bien à Paris, les stands des galeries que j'aime bien à Paris. Donc j'ai fait le tour, je suis allée voir GB Agency, je suis allée voir Art Concept. Et puis d'autres galeries. Donc GB Agency Art Concept, 0 femmes, 0. Peut-être ils présentaient tous les 2, probablement 5 ou 6 artistes ou 7 sur le stand. Et puis d'autres, et c'était peut-être une femme sur... vous avez présenté un solo show de Lise Magor. Est-ce que vous entendez des collectionneurs, encore des phrases comme ça, aussi bêtes que... Est-ce que ça va valoir de l'argent puisque c'est une femme? Non, heureusement, c'est pas aussi bête, mais bien sûr, il y a une espèce de perception qui est... déjà un petit peu différente à partir du moment où on sait que c'est une femme et donc par exemple en passant un collectionneur c'est pas un collectionneur c'est pas un collectionneur de la galerie, c'est pas quelqu'un avec qui je travaille vraiment mais qui est passé comme ça et puis avec qui je commence un peu à discuter et puis donc Lise Magor elle fait un travail de moulage dans une résine très dure, donc c'est un vrai travail de moulage vraiment quoi, de sculpteur et de sculptrice en l'occurrence, et il s'avère qu'un moulage était en fait une veste en cuir qui était imitée dans cette résine très dure, donc très bien imitée parce que c'est une très bonne sculptrice, et donc son travail justement est sur cette indifférenciation très subtile entre le réel et son imitation. Et le type me dit en regardant l'heure, il me dit ah bah oui c'est une femme, elle fait de la couture. D'accord, bon, ok. Donc je l'ai viré du stand, je dis bon, allez voir ailleurs si j'y suis. C'est bien. Ça ira bien. Alors Réjeanne, justement, à propos de différences peut-être physiques, de femmes qui ne peuvent pas... Est-ce que vous m'avez dit, ah mais non, mais moi je milite à fond pour nos différences. C'est uniquement dans l'éducation, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Vous me parliez de ces petites filles russes élevées à la dure. Donc vous prenez qu'il pourrait n'y avoir pas de différence, justement. En tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment on a fait les différences de groupe, des catégories, entre les femmes et les hommes, sans du tout analyser les différences au sein du groupe des femmes et au sein du groupe des hommes. En considérant qu'il n'y ait que ces deux groupes. On voit, et je pense qu'on est dans un moment où on va aussi peut-être remettre en cause cette binarité homme-femme. Vous savez qu'il y a une décision il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas la décision finale encore, mais pour avoir la possibilité en France, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays, d'avoir peut-être une case neutre, voire, il y a eu un très bel article de Daniel Borillo, un juriste avec lequel je travaille d'ailleurs dans un projet, pour dire que la catégorisation dans notre état civil en tant que femme et homme n'a peut-être plus sens aujourd'hui, autre que révélatrice de la dimension structurelle que l'on donne à l'ordre sexué dans notre société. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, on va mettre dans ces groupes hommes et femmes des personnes qui ont beaucoup plus de différences entre elles qu'entre les hommes et les femmes. Il y a des travaux de scientifiques aussi bien
de biologistes, de chimistes, de neurobiologistes, d'anthropologistes, voilà, anthropologues, anthropobiologie, c'est pour ça que j'ai fait qui montre, il y a un ouvrage qui s'appelle « Le corps a-t-il un sexe » qui est sorti aux éditions de la Découverte, en particulier, qui montre que il n'y a pas, les différences sont plus importantes au sein de ces groupes qu'entre les groupes. Donc il y a là un geste éminemment politique à faire ces catégories de groupes et à penser que c'est ça qui va déterminer les compétences, en particulier physiques, mais pas seulement, puisqu'on n'est pas que dans des compétences physiques, on est aussi dans l'idée qu'on aurait d'autres types de qualités, en particulier dans le soin à l'autre, dans une logique où on serait toutes des mères potentielles, et les hommes aussi des pères potentiels, ce qui leur donne un rapport à l'autorité beaucoup plus inné que nous. Donc cette construction qui n'est pas liée qu'à cette perception du rapport entre fort et faible, mais aussi entre doux et intelligent, c'est Freud qui disait les femmes doivent être belles et douces et les hommes forts et intelligents. Donc cette catégorisation-là, très binaire et très hiérarchisée, c'est ça le genre, c'est de dire qu'il y a un construit social, binaire et hiérarchisé. Il est, je pense, tout à fait à interroger. Et en plus, dans nos sociétés contemporaines, on voit bien que tous les métiers maintenant sont des métiers où le rapport à la force physique est très moindre. Même dans les métiers du bâtiment, il y a eu des évolutions qui font que les poids à porter sont moins importants et que la moyenne des hommes et la moyenne des femmes sont en capacité de le faire. Donc c'est plus de l'ordre du handicap rationnel, de dire que les femmes ne peuvent pas faire tel ou tel métier ou qu'elles sont moins compétentes. Et il y a un ouvrage qui m'avait beaucoup marqué, c'était Margaret Mead, l'anthropologue Margaret Mead des années 30, Mœurs et sexualité en Océanie, où elle travaille sur des populations qui habitent donc au même endroit en Océanie, au même moment, dans les années 20. Et ce qu'elle souligne, c'est qu'en fonction donc, de l'éducation, de la socialisation, on va avoir une société où il n'y a pas de binarité, selon notre regard à nous. D'ailleurs, elle dit, elle était une américaine d'un milieu bourgeois, elle s'attendait à voir des déclinaisons de cette binarité féminin-masculin, mais avec une vision un peu plus exotique, différente. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Dans une des sociétés, elle a vu ce que nous, on qualifierait comme une société uniquement virile, masculine. Alors, c'était quand même des virils méchants, c'était des anthropophages, voilà. Bon. Et aussi bien les hommes que les femmes étaient voilà, très, très agressifs dans le rapport de force. Dans une autre société, elle dit c'était plutôt que du féminin, c'est-à-dire c'était plutôt des gens doux, sympas, altruistes, enfin, que le féminin un peu idéalisé, on en conviendra. Et puis dans l'autre société, ça c'est très intéressant, les Arapèches, les Medjugorje et Chambly, l'autre société c'est la binarité mais inversée. Ça c'est super pour nous, c'est-à-dire que c'est les femmes qui étaient en position de pouvoir, pas forcément formelle, mais en réalité en position selon elle de décider. Et puis les hommes, il y a des passages, moi je vous conseille ça, moi je rigole quand je lis ces passages, ça me fait beaucoup rire, de ces hommes qui sont donc tributaires, parce que c'est eux qui vont vendre les vanneries, en particulier ils font des vanneries, mais ils doivent donner l'argent aux femmes, et c'est les femmes qui décident à qui ils donnent l'argent là. Et donc elle explique comment ces hommes-là ne sont pas du tout solidaires entre eux, parce qu'ils doivent plaire aux femmes, donc ils sont beaucoup dans la séduction et tout. Alors, toutes les caractéristiques des hommes sont tous les reproches qu'on fait aux femmes, enfin, c'est très très marrant. Donc, autant pour dire qu'à travers cet anthropologue, qui a bien sûr été très critiqué, comme le sont les anthropologues en général, les anthropologues femmes en particulier, on voit vraiment cette dimension de ce poids de l'éducation et de la socialisation. Et c'est vrai que moi j'ai une amie russe en particulier dans la salle, je ne sais pas si elle me contredira, mais moi la première fois que je suis allée en Russie, je ne suis pas une anthropologue, mais la première fois que je suis allée en Russie, j'étais assez étonnée par le fait que moi, la petite française élevée à avoir une zone tampon assez large, voilà, là je voyais les femmes qui s'occupent des métros, dans ces palais du peuple là, qui attrapaient les hommes un peu trop avinés, qui les prenaient corps à corps, qui les sortaient, voilà. Et moi j'étais médusée en me disant mais elle a osé. Donc on voit bien que même à un temps T, bien sûr, on va avoir des rapports au corps et un rapport à la force physique qui est tout à fait différent en fonction des sociétés.
Et de l'éducation. Et de l'éducation. Donc là-dessus, je pense que vraiment, il faut arriver à se sortir de ces complexes-là. Et puis peut-être à arrêter de vouloir être aussi des gentils. Et je crois que c'est bien d'être dans le collectif, d'être dans la douceur. Mais je pense qu'il faut aussi se dire que oui, on peut être aussi dans la force, dans le rapport de force. Et que l'égalité, c'est aussi ça. Mais malheureusement, et là c'est peut-être une note moins optimiste, quand on voit la manière dont on est dans un retour de la binarité de l'éducation, dans le rose et le bleu, et ça les sociologues de l'éducation le travaillent, ils l'analysent bien, les psychosociologues aussi, comment vous voyez l'occupation de l'espace dans les cours de récréation qui est tout à fait centrale pour les garçons avec les jeux de balles, les jeux dans l'espace, et puis le pourtour des cours de récréation qui sont aux filles. Quand vous voyez comment le rapport aux vêtements est quand même tout à fait discriminant dans la liberté de position et dans le rapport au corps et à la confrontation, au frottement, moi je suis dépitée quand je vois toutes ces petites filles avec des chaussures qui les rendent incapables de se positionner à égalité dans l'espace, avec les petits garçons qui, eux, ont plutôt des tennis ou des chaussures beaucoup plus confortables. Alors, on pourrait poser la question à Dominique, puisque vous avez ouvert il y a une semaine la petite galerie au Louvre, et que c'est un endroit peut-être où vous allez pouvoir mettre à bien cette idée d'apprendre la diversité dès le plus jeune âge. Alors, c'est un endroit qui, à mon avis, en tant que tel, n'est pas sexué. On ne s'est pas posé la question du sexe. Non, mais c'est important de le dire parce qu'on aurait pu, et même dans les enjeux de jeux, d'ateliers, on ne s'est même pas posé ces questions-là. En revanche, il y a un point dans la petite galerie du Louvre, donc en 2 mots pour dire, c'est un espace qui vient de s'ouvrir, qui vient de s'ouvrir au Louvre, et qui est dédié complètement à l'éducation artistique autour des mythes fondateurs, et qui s'appelle donc des mythes fondateurs d'Hercule à Dark Vador, puisque on va jusqu'à aujourd'hui, et on présente le fameux casque. Le casque qui a été porté donc, par Dark Vador dans le premier film de la saga Star Wars. Mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments pour essayer d'appréhender l'œuvre d'art. C'est vraiment un lieu qui n'est pas une exposition, mais qui est vraiment un lieu de la rencontre avec l'œuvre d'art. Et donc le choix des mythes fondateurs me semblait très important parce que je trouvais que c'était un thème qui permettait de s'adresser à tout le monde, quelle que soit son origine géographique et culturelle. Et ça me semblait aussi important parce que se poser la question des mythes fondateurs, c'est se poser la question de l'invention de l'art. Donc ça me semblait aussi important. Et d'un point de vue féministe, la difficulté à laquelle je me suis heurtée, c'était celle de l'héroïne. Parce que j'avais besoin de héros ou de héroïnes. Au départ, je n'avais pas de démarche particulière par rapport à ça, mais qui existe toujours. C'est-à-dire pas des héroïnes ou des héros qui seraient nés trop tardivement, parce qu'il y avait l'idée aussi de renvoyer à des œuvres du Louvre, même si on a du cinéma, même si on a Dark Vador, même si on a des figures de transformation japonaises, etc. Et des héroïnes qui durent et qui sont là à la fois dans l'Antiquité et à l'époque moderne, à l'époque renaissante, à l'époque moderne, etc. Et à l'époque contemporaine, il n'y en a pas, vraiment. Voilà. Et ça, c'est aussi, j'ai fait comme Linda Nochlin l'a fait, c'est-à-dire que j'ai été confrontée au fait qu'il n'y en a pas. Et alors, pour avoir comme une figure féminine que j'ai revendiquée, j'ai mis une figure féminine que j'aime beaucoup, qui est Circé. Alors Circé, vous la connaissez, c'est la magicienne de l'Odyssée. C'est celle qui change les compagnons d'Ulysse en cochons, mais c'est celle qui séduit Ulysse aussi. Et donc c'est la magicienne qui parle aux éléments. Homère, on peut dire un personnage assez fort, parce qu'elle est capable de s'adresser à la nuée. Et puis elle séduit Ulysse pour de vrai, parce que mine de rien, Ulysse, il reste chez elle pendant au moins 1 an, et pas sous la contrainte, parce qu'il est content de rester aussi auprès d'elle. Et donc... alors c'est vrai que vous allez dire que par rapport à tout le discours, prendre une séductrice, une magicienne, c'est peut-être pas très féministe, mais en même temps, c'est quelqu'un qui existe en tant que tel, qui a aussi son palais en tant que tel, donc voilà, c'est la dimension de la magicienne. Mais ça m'a beaucoup interrogée, et on a un cycle de conférences autour de la petite galerie, qui est animé un mercredi par mois par le journaliste de France Inter, Ali Rebéi, et on aura au printemps une de ces conférences qui sera autour du thème, ce ne sera pas exactement dit comme ça, mais la femme est-elle un héros comme les autres? Parce que évidemment, la femme n'est pas un héros comme les autres, et ça pose un problème. Mais pour être dans votre sens, Réjeanne, parce qu'on a eu cette discussion-là avec le président du Louvre, avec Jean-Luc Martinez, et je lui ai dit, je suis quand même ennuyée de ne pas trouver d'héroïne, et lui aussi était ennuyé, donc c'est aussi intéressant, parce que c'était aussi partagé par un homme, ça c'est bien. Et je lui ai dit, mais tu sais, en fait, moi ça ne me gêne pas qu'une petite fille s'identifie à Hercule. Et en fait, c'est vrai. Et pour dire la vérité, ça ne me gêne pas du tout. Parce que d'une certaine manière, et du coup,
j'ai fait le choix d'œuvre par rapport à Hercule, de manière à avoir un Hercule à la fois fort, puissant, et vous verrez, si vous y allez, vous verrez, il y a des Hercules forts, puissants, mais aussi des Hercules qui se laissent séduire par Omphale, ou des Hercules qui finalement sont beaucoup plus harmonieux et aussi eux-mêmes séducteurs. Et du coup, je me suis dit, mais c'est très bien, et du coup, ça fait juste 10 jours que c'est ouvert, et je vois les petites filles comme les petits garçons s'approprier l'espace avec leurs parents, ça marche plutôt bien, donc je suis assez contente, et je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas de problème pour aller regarder Hercule, et que la manière dont j'ai servi Circé, mais ça c'est parce que c'est mon héroïne à moi, c'est pour ça que je l'ai bien servie, est telle que les petits garçons en fait ont envie d'aller la regarder. Donc ça milite plutôt pour ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que finalement pas de souci à partir du moment où on ne les genre pas de façon déterminante. C'est-à-dire qu'on ne dit pas Hercule est simplement le symbole de la force et Circé est simplement celui de la magie et de la séduction. À partir du moment où on laisse les champs d'ouverture possibles. Et c'est peut-être là ce qui me semble important, parce que dans cette tension par rapport au féminisme, j'ai une tension personnelle, c'est que mon côté idéaliste voudrait que ce point de vue dit du féminin, même si je sais que c'est une construction sociale, mais que ce point de vue dit du féminin, c'est-à-dire de l'entente et du collectif, gagne, parce que je pense que c'est la voie d'une vraie société. Et donc j'ai une tentation de garder cet enjeu des féminins, et je l'ai gardé pendant longtemps à cause de cela. Et finalement, la difficulté, c'est que si on n'est que là-dedans, on ne se fait jamais reconnaître. Donc il y a une vraie difficulté. Devons-nous être d'abord idéalistes, au risque de ne pas nous faire reconnaître, ou devons-nous être d'abord peut-être un tout petit peu plus brutales et ambitieuses pour nous faire reconnaître, et après jouer la carte de l'idéalisme? J'en sais rien. Alors on pourrait peut-être partager ça autour d'un verre. Alors vous avez été absolument passionnante, je vous remercie. Isabelle, j'aurais voulu vous poser une dernière question, mais que nous dit Émilie Catalano, la directrice de la vitrine? On a dépassé un peu notre temps et normalement la salle participe. Alors soit on... Encore, Allez, je crois que tout le monde veut poser des questions. Alors, on va commencer. Je vous remercie. Très rapidement, moi je suis devenue féministe parce que justement je m'identifiais toute mon enfance à des hommes dans les livres, dans les artistes. J'ai compris après qu'en fait je ne pouvais pas. C'est comme ça que je suis devenue féministe. Et en fait je pense que le rôle de l'art, alors que ce soit l'art pictural, la littérature, le cinéma, c'est aussi ça, c'est-à-dire nous faire éprouver notre humanité. Je crois que vous en avez parlé toutes les trois, mais je pense que c'est aujourd'hui, parce qu'on est dans un moment de régression, moi je trouve que l'art est fondamental, parce que c'est ça qui nous permet de nous éprouver comme êtres humains, de rentrer dans la tête de l'âme d'un homme, de n'importe qui de très différent. Et je pense que c'est là aussi le rôle des artistes. Quelqu'un va répondre? Isabelle? Non, mais je suis complètement d'accord avec vous, et c'est aussi pour ça qu'on parle de ce critère de parité, c'est qu'à un moment, la diversité visible, ça rend possible cette façon de s'identifier en tant que femme. Je sais pas, quand on se dit qu'une femme pourrait être présidente de la République, bon, il faut espérer que ce soit pas Marine Le Pen, mais à ce moment-là, on aura du mal à s'identifier. Mais l'idée d'une femme présidente de la République, c'est aussi simplement cette possibilité de dire qu'une jeune fille qui, je sais pas, a une ambition, enfin, faire naître des ambitions à l'endroit où elle pouvait pas naître parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'identification. Après, moi, cette question d'identification, je suis complètement d'accord avec vous, c'est évidemment par l'art aussi que tout ça arrive et que le champ des possibles s'ouvre. Après, malheureusement, la réalité referme assez vite le champ des possibles. Mais là où ces questions d'identité ou d'identification sont problématiques, c'est qu'en effet, elles continuent à se jouer sur un mode binaire que Réjeanne décrivait tout à l'heure, et qu'on est obligé d'aller au-delà de ce mode binaire pour essayer de se comprendre soi. C'est-à-dire on n'est pas que des femmes, on n'est pas que des hommes, on n'est pas que blanc, noir, jaune ou autre. Et c'est bien ça tout le problème, c'est qu'à réduire les identités à on veut avoir une femme présidente de la République, on perd de vue l'essentiel, c'est-à-dire de détruire cette conception binaire des choses, comme les anthropologues l'ont montré en effet, et certains sociologues. Donc pour moi, je reviens sur cette question du collectif, ces questions et ça revient un peu à ce que vous venez de dire Dominique, c'est que cette question idéaliste, elle doit être portée par toutes ces femmes qui arrivent au pouvoir, parce que moi je considère que même avec ma petite galerie qui a 6 ans, j'ai un certain pouvoir
et une possibilité de dire les choses publiquement, ce que je ne me prive jamais de faire, et donc et que Dominique dans son poste peut aussi le dire, et que Isabelle Cornaro, qui est une artiste importante on va dire, qui est en train d'arriver à une maturité de carrière intéressante, est bien plus importante à bien des égards que des hommes, et que cette façon de faire collective donc se voit aussi là, et on en parle, et elles peuvent avoir, enfin moi j'ai l'impression qu'on peut arriver à ce moment où on a les deux à la fois, c'est-à-dire on peut être porteuse d'un discours idéaliste, les artistes peuvent être et doivent continuer à être porteurs d'un discours idéaliste, ils ne doivent pas lâcher pour moi ce discours, tout en creusant aussi leur carrière, c'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit l'un ou l'autre, je crois qu'on peut tout à fait, moi je peux avoir ma galerie et avoir envie que ce soit la meilleure galerie de Paris et du monde, et en même temps penser collectif, et en même temps dire je fais avancer tout le monde, c'est-à-dire tous les artistes avec qui on travaille, les gens avec qui on travaille, etc. Je ne crois pas qu'on doive justement adopter cette posture qui est de dire pour y arriver, il faut que je sois... faut que j'écrase les autres, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans cette idée-là. Je crois qu'au contraire, on fait avancer nos valeurs en même temps qu'on se fait avancer soi-même. Donc, je n'aurais pas du tout envie d'y arriver, moi, entre guillemets, d'y arriver, en tant que galeriste, en étant dans les pires travers que j'ai pu rencontrer de la part de galeristes hommes. Donc, je pense que tout ça doit être porté comme un idéal, en effet, mais doit être porté dans la pratique. Il est peut-être pas. J'ai juste un tout petit point par rapport à ça, c'est l'enjeu de l'art en tant que tel, et qui est d'abord avant tout celui de la métamorphose. C'est ce que permet l'art en tant que tel. Et donc peut-être que, d'une certaine manière, peut-être que la sphère artistique est vraiment le bon lieu pour porter ce débat-là homme-femme, puisque de toute façon est inscrit dans la création artistique celui d'une métamorphose, ne serait-ce que du créateur dans son œuvre. Donc ça me semble important à souligner. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ? On continue à débattre autour d'un verre. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de tout votre temps. On va se retrouver pour la prochaine conversation, si vous le voulez bien, le 9 novembre, sur la question « L'art a-t-il un genre ?», avec Fabienne Dumont, Marie Robert et 2 artistes femmes. Surprise. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On va pouvoir continuer.